Multis, du coup, c'est une application de gestion de trésorerie, on va dire tout en un, pour les entreprises de demain qui vont se retrouver à gérer des crypto-monnaies. Ça va être une start-up early stage. Il faut tester plein de directions. Même si on a une vision à long terme, il faut pouvoir tester toutes ces directions pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. L'évolution du CTO, du CTO builder, le CTO expert, vers ensuite le CTO manager. Alors moi, je suis un peu entre l'expert et le manager aujourd'hui. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien aujourd'hui, je suis avec Grégoire Jean-Marc, qui est CTO de Multis. Merci Grégoire d'avoir accepté cette invitation, puis d'avoir fait tout ce chemin. Merci à toi. Parce que tu nous viens de loin. De Bordeaux. De Bordeaux, et t'as une grosse journée aujourd'hui avec 12 cafés. C'est bien ça. Merci d'avoir fait le trajet. Je vais commencer le podcast par remercier, faire un petit clin d'œil à Clément Fougeret et Aurélien Leroy, qui nous ont mis en relation. Merci à eux. Et je crois que c'est un épisode qui fera particulièrement plaisir à Clément, parce qu'on va parler de pas mal de sujets qu'il adore, à savoir de blockchain, de Web 3.0, de crypto. Voilà, pas mal de choses qui font un peu ton quotidien chez Multis. C'est ça. Mais peut-être avant d'arriver à cette expérience et à ce que tu nous en expliques un petit peu les contraintes, les enjeux, est-ce que tu peux revenir sur les quelques étapes fondatrices qui t'y ont amené ? Ouais, bien sûr. Du coup, je suis diplômé 2011 de l'Université Technologie de Troyes, l'UTT. Et donc, dès 2011, après un stage de fin d'études, j'ai rejoint une SS2I, une ECN, comme on dit maintenant, qui se spécialisait notamment dans les solutions de BPM, de Business Process Management, les solutions d'ESB, Enterprise Service Bus, qui permettent de faire de la communication interapplicative, de gérer des processus complexes dans les systèmes d'information complexes, notamment les systèmes d'information financiers, de l'énergie, des médias. Et donc, au bout de 5 ans, donc j'ai évolué pendant 5 ans au sein de cette entreprise, qui s'appelle RS2I d'ailleurs. Et donc j'ai évolué de développeur, je suis passé un peu par architecte sur certains projets, project manager sur d'autres. Et donc j'ai touché à pas mal de sujets, comme je te disais, dans les médias, dans l'énergie, dans le transport, et aussi beaucoup dans la finance. Donc qui sont j'ai envie de dire le pire par rapport à la complexité des systèmes d'information. Donc on se retrouve d'accord, c'était bien d'avoir la fin de la phrase. Des systèmes d'information très complexes avec de temps en temps des milliers d'applications qu'il faut interconnecter au travers de bus, au travers de web services, au travers de processus métiers. Et donc ça a toujours été des processus, des projets super sympas. Donc de 2011 à 2015, tu fais ça. J'ai évolué dans cette société. En 2015, j'ai décidé de changer un peu d'air. Je parlais pas très bien anglais à l'époque. Et donc, je voulais apprendre à parler anglais. Puis avec ma femme, on s'est dit, pourquoi pas aller vivre en Angleterre. Donc on a fait nos bagages et puis on est parti en Angleterre. C'est le moteur ? Parler anglais, c'était ton moteur ? Ça faisait partie, on voulait un peu partir à l'aventure, sans non plus partir à l'autre bout du monde, en restant proche de notre famille. L'Angleterre, c'est qu'à 2h30 de Paris. Et donc, comme Bordeaux. En fait, comme Bordeaux, voilà. Tu restes à 2 heures de Paris. Tous les chemins mènent à Paris. Et donc on est parti à Paris, à Londres, pardon. Ouais. Et j'ai commencé, après 1 mois, j'ai cherché du boulot, je parlais pas très bien anglais, puis finalement j'ai trouvé assez facilement. J'étais même surpris. Donc je trouvais une petite société, une petite start-up qui bossait dans le monde de la fintech, plus particulièrement dans le monde de l'assurance. Donc ils me fabriquaient
un outil de gestion de back-office pour des produits d'assurance vie, des produits de gestion d'épargne à destination. Donc voilà, c'était un outil qu'on vendait à des petites et moyennes sociétés financières pour qu'elles puissent gérer tous ces produits financiers plus ou moins complexes. Et donc moi, j'étais embauché en tant que lead ingénieur sur un gros refactoring de leurs anciennes technologies qui étaient de l'Oracle. L'Oracle application. Oracle application, un truc très moche. Et donc voilà, le but c'était de tout migrer en Java avec des technos modernes, Spring, Docker. On faisait pas de cloud à l'époque. Pareil, front-end, c'est pas moi qui m'en occupais, mais bon, passer des formulaires Oracle à un front-end un peu plus évolué. Je crois que c'était de l'Angular à l'époque. Et donc j'ai évolué, pareil, pendant 1 an et demi au sein de cette entreprise, où j'ai appris à baragouiner un peu mieux mon anglais. Là, c'était écosystème plutôt start-up, du coup ? C'était un écosystème un peu start-up, effectivement, parce qu'ils avaient déjà lancé des produits auparavant, mais là, ils recommençaient à zéro tout ce qu'ils avaient fait. Ils avaient leur expertise technique, leur expertise financière, mais il fallait moderniser cette grosse stack. Et donc, voilà. Et j'ai un peu découvert l'écosystème startup, fintech à Londres, à travers de Meetup. Et de fil en aiguille, j'ai aussi découvert en 2016 le monde d'Ethereum. Donc, pour l'histoire, c'était en lisant un article sur un hack qui est assez célèbre d'Ethereum en 2016. D'ailleurs, je crois on peut dire que c'est quasiment le dernier. Mais bon, il y a eu un hack en 2016 sur Ethereum et je suis tombé sur un article qui je trouvais ça intéressant en termes de technologie, décentralisée, les smart contracts. Voilà, je me dis. Alors Ethereum, c'est vrai tu rencontres la techno en 2016. Ouais. Parce que là, t'es un pionnier là. Ethereum a été lancé en 2015. En 2015, je ne sais plus exactement, mais c'est début 2016 jusqu'à mi-2016, ça a commencé à m'intéresser. Et donc j'ai rejoint un meet-up à Londres qui s'appelle Ethereum London Meetup. Facile. Donc à l'époque c'était dans un pub, on était une vingtaine, une trentaine à discuter d'Ethereum, ce que ça pouvait devenir, de l'immaturité de la technologie, parce que pour dire, on envoyait des transactions en ligne de commande. À l'époque, il n'y avait vraiment pas d'outils pour les développeurs pour construire des applications décentralisées, pour développer des smart contracts. Enfin, il n'y avait quasiment rien. Donc voilà, on discutait beaucoup de techniques et d'innovation. Et donc pour l'histoire, quand j'ai quitté Londres en 2020... Tu peux peut-être expliquer, du coup, pour les auditeurs, Ethereum versus Bitcoin, fonctionnement, smart contract, rentrer un petit peu dans le fonctionnement, les différences Bien sûr. des technos. Du coup, Bitcoin, c'est un peu le précurseur de la blockchain. Ça a été lancé en 2008, si je ne me trompe pas. Et donc Bitcoin, le principe, c'est une base de données décentralisée de gestion de compte où la fonctionnalité principale, c'est d'envoyer, de recevoir des bitcoins. Donc, sans passer par aucun intermédiaire, juste au travers d'un réseau de nœuds décentralisés, je peux envoyer de la valeur. Donc, des bitcoins. Je peux t'envoyer des bitcoins, tu peux m'envoyer des bitcoins, c'est un peu... Tu peux m'envoyer des bitcoins. Je peux t'envoyer des bitcoins. Je veux bien. Je peux envoyer 0,00001 bitcoin. Je rajoute quelques zéros en plus, et puis oui, pourquoi pas. Ok. Et donc ça, c'est la fonction principale de Bitcoin. Et donc derrière ça, en 2015, il y a quelqu'un qui s'appelle Vitalik Buterin, qui à l'époque avait 18-19 ans, qui a eu l'idée de reprendre le principe de la blockchain, mais au lieu d'une fonctionnalité un peu unique d'envoi d'une monnaie, le Bitcoin en particulier, il s'est dit qu'on pouvait créer des applications entières, qu'on pouvait programmer en quelque sorte des API complètement décentralisées avec un état, une base de données décentralisée. Et donc ça ouvrait les portes à un potentiel qui était relativement énorme. Et pas juste, je t'envoie de l'Ether, tu reçois de l'Ether, je t'envoie du Bitcoin, je reçois du Bitcoin. On peut créer des applications, on peut créer d'autres devises sur Ethereum, on peut créer des devises, on peut créer des actes notariales, qu'on pourrait aussi appeler NFT.
Et donc, il y a plein de gens qui ont commencé à créer des programmes décentralisés, notamment dans le monde de la finance, pour essayer de reproduire des fonctionnalités de la finance traditionnelle. Donc, par exemple, des polices d'assurance complètement décentralisées sans intermédiaire, du prêt collatéralisé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre voilà, un potentiel énorme pour créer des applications, des nouveaux types d'applications, une fois de plus sans intermédiaire. Et notamment dans la finance, où on passe par littéralement des dizaines, voire des centaines d'intermédiaires quand on fait des paiements internationaux. Là, c'était complètement désintermédié. Grosso modo, Ethereum, ça permet d'historiser une transaction entre deux personnes, entre deux parties. On peut historiser des transactions, mais cette transaction, elle peut faire un peu plus que d'envoyer de la valeur. Elle peut gérer un état, et comment dire ? Et un changement d'état ? Ouais, un changement d'état. D'accord, ok. Et le Bitcoin ne le fait pas, ça ? Le Bitcoin, on est plus dans l'échange de la valeur, d'une valeur d'un Bitcoin. Je t'envoie un Bitcoin, tu reçois un Bitcoin. Là, en l'occurrence, on peut effectivement créer ces programmes qui permettent de gérer une logique, en fait. Parce que le transfert d'argent, c'est bien, mais quand il y a de la logique derrière, la logique qui permet de dire, si je te donne, disons, on va prendre deux devises qui sont l'Ether et le stablecoin. Si je te donne de l'Ether, tu peux me donner du stablecoin du stablecoin en retour. Donc là, on est sur des principes de prêt décentralisés. De la même manière, après, on peut partir sur les sujets des NFT, la digitalisation. On a un principe où on peut potentiellement créer des sortes d'actes notariés pour des cartes, l'équivalent de cartes Pokémon, ce genre de choses. Et donc, dans un univers où nous, on se digitalise de plus en plus, c'est intéressant de vraiment posséder l'acte de propriété digital. Des actifs, en fait, c'est ça, c'est des actifs. Ok, et pourquoi tu parlais de... alors c'est vrai que tu t'es intéressé à la techno dès 2016. Tu disais, on parlait déjà de l'immaturité de la techno à ce moment-là, des potentialités d'immaturité. Elle a évolué comment, la techno, entre 2016 et 2022 ? Est-ce qu'elle est mature aujourd'hui ? Où est-ce qu'elle en est ? Je dirais pas qu'elle est mature aujourd'hui, mais ça a beaucoup avancé. À l'époque, comme je disais, ça se faisait beaucoup en ligne de commande. Il fallait faire tourner ces nœuds de la blockchain. Aujourd'hui, il y a une infrastructure qui se crée autour d'Ethereum et autour d'autres blockchains. On peut en nommer quelques-unes. Je pense à Solana, Near Protocol, qui sont d'autres blockchains, d'autres alternatives. Et donc, il y a des infrastructures qui se créent qui permettent de faciliter le développement d'applications. Alors, ça peut passer par des outils de développement dans VS Code, des outils de test, des outils de debugging, comme ça peut passer par des infrastructures pour faciliter l'envoi de transactions. Et puis, de ce fait, on peut créer des applications comme Multis qui sont à destination du commun des mortels, j'ai envie de dire, pour pouvoir utiliser les crypto-monnaies au mieux. Du coup, on en vient à Multis. Multis, ça fait quoi ? Multis, du coup, c'est une application de gestion de trésorerie, on va dire tout en un, pour les entreprises, en quelque sorte, j'aime bien dire les entreprises de demain, qui vont se retrouver à gérer des crypto-monnaies, soit parce qu'elles reçoivent des investissements en crypto-monnaie, ça se fait beaucoup, soit parce qu'elles font des paiements, elles vont payer des freelances à l'autre bout du monde, et donc payer des freelances à l'autre bout du monde, c'est plus rapide, c'est moins cher, et c'est plus simple que de passer par des virements Swift ou ailleurs, comme on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les entreprises de demain? Le e-commerce, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à accepter les crypto-monnaies. Donc, ces entreprises de e-commerce qui reçoivent des crypto-monnaies, elles vont avoir besoin de faire la compta, les catégories, avoir une vue un peu 360 degrés de toutes ces crypto-monnaies qu'elles peuvent avoir sur différents portefeuilles. Et donc, c'est là que Multis entre en jeu. On offre une solution de gestion de trésorerie tout en un, où on peut à la fois avoir une
une visibilité sur tous ces portefeuilles, parce que la réalité c'est qu'on a souvent beaucoup de portefeuilles crypto. On peut avoir dans des échanges, dans des exchanges, on peut avoir des portefeuilles crypto non custodiales, donc typiquement comme Ledger, la petite clé Ledger. Il y a des portefeuilles qui peuvent vivre dans le navigateur internet. Donc là, je pense à des solutions comme MetaMask. Et donc comme MetaMask. Donc c'est un portefeuille Ethereum qui fonctionne sous la forme d'une extension Chrome. D'accord, ok. Et donc ça permet d'interagir avec des applications décentralisées. Et donc toutes ces entreprises qui se retrouvent avec des crypto-monnaies, on s'est rendu compte que ça commence à évoluer beaucoup à destination des individus, du retail, mais pas assez pour les professionnels, et notamment pour les business, qui se retrouvent à gérer beaucoup de trésorerie. Et donc il fallait mettre en place des solutions qui soient adaptées à des entreprises multi-utilisateurs, donc notamment comment gérer des millions de dollars sur plusieurs clés. Donc là, nous, on a mis en place une solution pour pouvoir héberger des fonds crypto sur ce qu'on appelle un portefeuille multisignature. Et donc les fonds sont gérés par plusieurs clés qui peuvent être potentiellement les différents collaborateurs de l'entreprise. Et donc au lieu de se partager une clé et qu'il y ait des millions dessus et qu'il y en ait un qui se barre, on peut là mettre en place un peu un garde-fou. Un garde-fou pour. C'est une bonne idée. Voilà, c'est plutôt une bonne idée. Ouais. Un garde-fou pour bien gérer cette trésorerie à terme. T'as dit tout à l'heure, on propose un service de gestion de trésorerie pour les entreprises de demain. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en avance ou trop en avance, ou est-ce que c'est déjà maintenant, demain? C'est peut-être déjà maintenant. Il y a effectivement de plus en plus d'entreprises qui se retrouvent avec des crypto-monnaies pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et donc, ça grossit. Depuis à peu près 2 ans qu'on travaille sur Multis. C'est impressionnant, le nombre de sociétés. Alors, différents types de sociétés. Ça peut être juste des entrepreneurs, ça peut être des plus grosses organisations, ça peut être des choses encore plus étranges comme ce qu'on appelle les DAO, les organisations décentralisées autonomes. Bon, ça c'est encore un sujet à part entière. C'est comme exemple ? C'est, on va dire, une organisation qui est en quelque sorte gérée par les smart contracts. Donc en fait, toutes les règles de l'organisation, toutes les règles de l'entreprise sont codées dans un smart contract. Et donc derrière, il n'y a pas vraiment de shareholder, c'est la communauté, grâce à une crypto-monnaie qu'ils vont mettre en place, qui leur permet de gérer ce que fait le business, ce que fait cette organisation. Donc théoriquement, on peut parler aussi, ils vont mettre en place des systèmes de gouvernance décentralisés. Donc toute la communauté, tous les utilisateurs de ce potentiel service, organisé autour d'un DAO, vont pouvoir voter pour des propositions et tout ça sur la blockchain. Donc c'est un nouveau type d'organisation. Mais il y en a qui sont connus ou dans ce que tu appelles une organisation autonome décentralisée, qu'est-ce que je peux citer ? Il n'y a rien qui me vient là, mais il y en a des plus ou moins importantes. Mais souvent, c'est les protocoles décentralisés, notamment les protocoles de finance décentralisés. Ils aiment bien... leur technologie est complètement décentralisée, via les smart contracts. Donc, par exemple, comme je disais, pour faire des prêts décentralisés, pour gérer des monnaies stables. Ils aiment bien aller encore un peu plus loin dans cet univers de décentralisé et décentraliser leur organisation et leur gouvernance. D'accord. Et donc voilà, ça passe notamment par, au lieu d'avoir des actionnaires, c'est toute la communauté, tous les utilisateurs de ce potentiel service qui sont shareholders, quoi. Voilà, qui sont shareholders. Ok, donc le potentiel de votre produit, il adresse beaucoup d'orgas, quoi. Ouais, voilà, potentiellement, ouais, c'est relativement exponentiel. Ça augmente au fur et à mesure du temps. Il y a beaucoup de nouveaux usages qui se créent, donc on essaie forcément de s'adapter un peu à tous ces nouveaux usages. Là, on en parlait il y a 1 an, il y a les NFT qui sont un peu arrivés, c'est un peu la folie, mais il y a des NFT qui valent des millions, donc ça devient des actifs, ça devient de la trésorerie.
il faut pouvoir les lister, il faut pouvoir les échanger. Donc voilà, ça fait partie un peu de ce que fait Multis. Et donc demain, il y aura sûrement de nouvelles innovations auxquelles il faudra apporter une réponse, toujours à destination des entreprises. Parce que votre solution, elle permet de vendre, acheter, échanger des actifs crypto, quoi. En fait, on peut résumer en 3 axes. La première, c'est tout ce qui est bookkeeping. Donc, bookkeeping, c'est pouvoir traquer toutes les transactions qui vont se passer sur les différents portefeuilles de l'entreprise. Donc, il peut en avoir avoir une vue instantée, quoi. Vue instantée, faire des prédictions, faire des rapports financiers sur l'état de cette trésorerie. Donc ça, c'est un peu le premier axe, c'est vraiment la comptabilité, Et puis là, d'ailleurs, on s'intègre aussi avec des vrais outils, des outils officiels de compta comme QuickBooks et Xero. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de faire en sorte de pouvoir effectuer des opérations financières, de la plus simple, faire un paiement, au plus compliqué, en utilisant notamment la finance décentralisée. Donc c'est que monsieur et madame tout le monde puissent effectuer des opérations financières en essayant d'abstraire un peu la complexité qu'il y a derrière la blockchain. Donc la blockchain, il faut savoir que chaque transaction, il y a des frais de transaction. Donc tout ça peut être assez obscur pour quelqu'un qui n'est pas forcément initié. Et donc nous, on essaie de construire une interface utilisateur qui essaie de se rapprocher de ce que connaissent les gens, notamment sur des néobanques, ce genre de choses. Et donc on abstrait les concepts, tous les concepts théoriques, techniques. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième axe. Et le dernier axe, c'est effectivement pouvoir accéder aux cryptos plus facilement. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ces entreprises, elles ont des difficultés à soit acheter des cryptos ou en vendre. Et l'entreprise de demain, potentiellement, elle ne pourra pas tout faire avec ses cryptos. Elle va peut-être pas pouvoir payer ses factures Google Cloud. Elle va peut-être pas pouvoir payer le loyer de ses bureaux à Berlin, je ne sais quoi, en crypto. Donc on est en train de travailler donc on a trouvé un partenaire bancaire pour lancer un compte en dollars, peut-être plus tard en euros, donc monnaie traditionnelle, et avec un bridge pour pouvoir faire la conversion. Faire la conversion comme ça, une entreprise pourra recevoir un investissement en crypto, convertir une partie en dollars ou en euros, utiliser une carte de débit, pour pouvoir dépenser, faire des transferts entrants, des transferts sortants, et voilà, une fois de plus, avoir cette visibilité complète de sa trésorerie, que ce soit en crypto ou en monnaie traditionnelle, monnaie fiduciaire. Ok. Quand on bosse chez Multis dans un environnement qui est naissant, en fait, c'est quoi les contraintes, les grosses contraintes que tu as toi au quotidien? Notamment. Qu'est-ce que ça engendre Notamment technologique. Comme je disais, c'est encore immature. Alors ça évolue. En 2016, on n'avait rien. Aujourd'hui, on commence à avoir des services technologiques sur lesquels on peut se reposer. La réalité, c'est que tous ces services, et je peux donner un exemple, par exemple, lire des informations sur la blockchain, c'est pas forcément quelque chose d'évident, et la complexité de l'information, elle n'est pas forcément facile à traiter. Donc il y a un sujet, il y a beaucoup de startups qui travaillent là-dessus, c'est l'indexation de blockchain. Donc en fait, des services qui indexent les données de la blockchain, que ce soit sur Ethereum ou sur d'autres, pour pouvoir simplifier l'utilisation, pour simplifier la récupération des données qui se passent là-dessus. Et donc, nous, Multis, on va se reposer sur ces services. Et c'est des startups. Comme on sait, les startups peuvent avoir une durée de vie assez limitée. Donc, potentiellement, un jour, on va utiliser un service et puis on va recevoir un mail. Et ça n'existe plus. Dans 15 jours, on ferme. Ça vous est arrivé, ça? C'est du vécu 3 fois. 3 fois? 3 fois. 3 types de services différents alors, il y en a un qui a disparu, un autre qui nous permettait de relayer des transactions sur la blockchain de manière plus efficace possible. Alors eux, ils ont pivoté sur le jeu vidéo NFT.
Donc, ils sont passés de l'infrastructure crypto à jeux vidéo NFT, donc c'est un sacré pivot. Et le dernier, ils se sont fait racheter. Et donc, ils ont fermé leur service. Donc, à chaque fois, ça demande de s'adapter. Et donc, c'est là où on essaye de mettre en place une architecture. Alors, nous, on aime bien utiliser le terme, même si on ne suit pas forcément les pratiques à la lettre, des architectures qu'on dit hexagonales, avec ce qu'on appelle des ports et des adapteurs. Et donc, on peut potentiellement, sous la forme d'interface implémentation, aujourd'hui utiliser un service A. Si le service A disparaît, eh ben, on peut facilement débrancher le service A et réimplémenter un service B le plus rapidement possible, sans que ça ait un impact trop important sur le reste de l'application. C'est un choix d'architecture que tu avais fait ? Eh ben, c'est une évolution architecturale, j'ai envie de dire. Qui a été faite après les... Après, au bout de 3 fois, on s'est dit, à 3 fois avec des impacts qui sont relativement importants sur l'applicatif, où on se dit, ça va nous prendre 3 semaines de changer ce service. On s'est dit, comment réduire le temps de débranchage, rebranchage d'un nouveau service. Et donc, effectivement, les architectures hexagonales, aussi le DDD, ça permet de bien séparer un peu les différents modules applicatifs qu'on peut avoir et d'évoluer le plus rapidement possible dans cet écosystème qui est mouvant, quoi. Mouvant, voilà. Intégrer le NFT, du coup, c'est enfin, c'est techno, c'est compliqué. Oui, ça a été compliqué. Je fais un petit kudos à William et Alp qui se sont battus. Donc là, on est encore passé par un service tiers. Donc pareil, lire l'information sur la blockchain, ça reste très compliqué. Ça prend du temps. Et il y a des gens qui mettent en place des infrastructures. Et notamment, il y a une start-up qui s'appelle OpenSea, qui gère un marketplace de NFT qui fournissent une API. Et donc, on a intégré cette API pour pouvoir lister les NFT, pour pouvoir les pricer correctement. Parce que donner un prix à une crypto, c'est relativement simple. Maintenant, il y a beaucoup d'agrégateurs de prix qui se basent sur le marché. Par contre, le NFT, c'est un peu différent. Chaque NFT peut avoir une valeur différente. C'est un peu comme le marché de la voiture d'occasion, le NFT quasiment. Donc on s'est basé sur les API d'OpenSea, les ingénieurs adorent ça. C'est des API qui sont mouvantes aussi, qui bougent, des interfaces qui bougent. De temps en temps, ça marche plus, avec des rate limits qui peuvent changer, pour aucune raison. Donc c'est pareil, c'est un peu OpenSea, c'est une startup qui a énormément grossi très rapidement. Notamment, ils ont atteint des volumes de l'ordre du milliard en échange de NFT. Et donc voilà, ils sont victimes de leur succès, mais derrière, il n'y a pas tant d'alternatives que ça. On est déjà sur des milliards d'échangés. Ah ouais, non, c'est gros phénomène, quoi. Bulle technologique. Et alors toi, du coup, tu t'intègres Multis comment ? C'est via les meet-up. T'es tombé dedans grâce aux personnes que t'as rencontrées dans les meet-up. Comment ça s'est fait ? Ouais, comme je te disais en 2016, donc je suis un peu tombé dans la marmite, si je puis dire. Et donc en 2017, j'ai rencontré sur ce meet-up une bande d'ingénieurs qui avaient une idée. L'idée, c'était de mettre en place une solution décentralisée de gestion de contenu. Donc quelque chose, un croisement entre Wikipédia et Git. Et donc on s'était dit qu'on pouvait essayer de décentraliser la création de contenu, potentiellement héberger des podcasts de manière complètement décentralisée, avoir enregistrer les auteurs, enregistrer les moments, chaque instant où un contenu est uploadé sur ce réseau. Donc on a bossé là-dessus pendant 3 ans. C'était assez passionnant d'un point de vue technologique. Donc on met en place un protocole complètement décentralisé en utilisant notamment Ethereum
et IPFS côté... IPFS, c'est quoi? IPFS, c'est Interplanetary File System. Donc pour faire simple, c'est un S3, Amazon S3, complètement décentralisé. Et ça ressemble un peu à BitTorrent, c'est un BitTorrent évolué. Et donc on peut héberger du contenu, donc du gros contenu, des fichiers, sur ce réseau décentralisé. Et donc voilà, on avait monté ce protocole. Donc il n'y a pas d'endroit physique où est stockée la data? Oui, il y a plein d'endroits physiques où Ok. elle est répliquée sur beaucoup de nœuds. D'accord, ok. Beaucoup de nœuds. Et donc aujourd'hui, il y a même un système qui s'appelle Filecoin qui fonctionne au-dessus de IPFS et qui permet notamment de monétiser ce réseau. Donc on peut potentiellement, avec un serveur NAS chez soi, on peut faire partie de l'hébergement. Faire partie de ce réseau et se faire des revenus passifs. D'accord. Et si tu décides d'arrêter d'héberger, en fait, la data se réplique ailleurs et... Le but, c'est plus elle est répliquée, mieux c'est. Et donc, effectivement, si plus personne la réplique, la donnée est perdue. Mais le but de la monétisation, c'est qu'elle soit toujours répliquée sur X nœuds. D'accord, ok. Et donc, voilà. Donc, on travaillait sur ce sujet pendant 3 ans. Donc on était incubé chez une entreprise qui s'appelle Consensus, qui est un incubateur de projets crypto, blockchain autour d'Ethereum. Et au bout de 3 ans, on a décidé d'arrêter. Effectivement, c'était passionnant côté tech. Côté marché, c'était un peu plus difficile. Même si on s'était dit qu'on était 10 ans en avance, au final, aujourd'hui, il y a une startup qui fait quelque chose un peu équivalent et qui cartonne. Ce qui est assez... Qui s'appelle Mirror. D'accord, ok. Mirror.xyz. Et donc, ils font une sorte de blog, un peu comme Medium, la plateforme Medium, mais décentralisée. Donc, résistant à la censure, résistant aux attaques d'IDOS, et gouverné et géré par la communauté au travers d'une crypto-monnaie. Donc voilà, 3 ans sur ce sujet à explorer un peu les infrastructures blockchain, comprendre comment ça fonctionne, comment ça va évoluer dans le futur. Et donc en 2020, quand on a arrêté, lors d'une conférence, j'ai rencontré les 2 cofondateurs de Multis, donc Théo et Thibaut. Et donc je les ai rejoints en tant que premier employé en 2020 pour apporter mon expertise blockchain et puis mon expérience startup. Donc là, t'arrives CTO là t'arrives développeur? J'arrive lead ingénieur de moi-même à l'époque. Donc le but c'était effectivement de recruter une équipe d'ingénieurs à terme. Donc en 2020 on a continué à travailler sur un premier produit qui était plus orienté crypto néobanque, on va dire. Toujours à destination des business, ça a toujours été la vision de Multis de mettre en place une solution pour les entreprises. Et donc en 2021, Théo, le CTO, a décidé de partir. Et donc c'est là que j'ai repris un peu son rôle, et notamment autour de le recrutement d'une équipe et faire en sorte qu'on atteigne un peu nos ambitions. Recrutement d'une équipe parce que du coup le marché est là et ça s'emballe, parce que il y a une levée de fonds, parce que comment vous avez évolué, vous étiez 2-3 il y a 2 ans du coup. C'est ça. Il y a encore un an on était on va dire 2-3 et aujourd'hui on est une quinzaine en tout. Et donc oui, après deux levées de fonds seed, donc une si je dis pas de bêtises en 2020. Fin 2020 et une qui a été annoncée en janvier de cette année. Donc voilà, il y a effectivement aussi une validation du marché de la part des investisseurs. Nous, on valide aussi le marché de la part de la tendance actuelle et des demandes des différents startups, organisations, entrepreneurs qui se créent, qui veulent, qui ont des besoins pour gérer leur crypto. Ils viennent nous voir, ils nous disent j'ai un document Excel, c'est la misère.
est-ce que vous pouvez nous aider? Je dis, bah ouais, j'ai 15 wallets crypto, j'ai 3 comptes dans les exchanges, ma banque, elle me refuse mes virements, et donc, bah, c'est là où on répond à leurs besoins. Ok. Et du coup, toi, en 2 ans, ton quotidien, tous les 4 mois, tu te retournes derrière et ton poste, il a changé là. Tous les 4 mois, ta journée type, c'est plus la même. Ouais, bah si on reprend sur cette dernière année, donc on avait un premier produit en 2020 qu'on a décidé de tuer, qui s'est un peu orienté néobanque, et donc on s'est réorienté sur plus la gestion de trésorerie, parce que c'était vraiment là qu'il y avait une demande. Et donc il y a encore un an, moi j'étais, comme j'aime dire, j'étais un builder, j'étais un développeur. Je codais la plateforme, je crée des prototypes qui se transforment en MVP, qu'on commence à mettre dans les mains d'utilisateurs. Au début, une dizaine d'utilisateurs, ensuite une vingtaine, ensuite une cinquantaine. Et bah, de fil en aiguille, forcément, il faut de l'aide, notamment des ingénieurs. Et donc là, j'ai commencé à recruter des ingénieurs pour m'aider. Et puis, bah, voilà. Et donc, on arrive aujourd'hui j'ai une équipe de 6 ingénieurs. Ok, t'as encore la casquette lead dev au-delà de tu dev encore, t'as la casquette lead, tu dev, enfin. Je développe encore, forcément moins qu'avant. Ouais. Avant, c'était quasiment du temps plein. Aujourd'hui, on va dire ça dépend entre 30 et 50%. Ça dépend des semaines. Mais voilà, je code encore. J'aime bien. J'ai vu une présentation, l'évolution du CTO builder au CTO expert, vers ensuite le CTO manager. Bah, moi, je suis un peu entre l'expert et le manager aujourd'hui. Donc, j'ai une vue un peu globale de tout ce qu'on a construit depuis 2 ans. Donc, voilà, je peux répondre à beaucoup de questions, mais voilà, je peux pas me plonger dans tous les sujets. On a trop de sujets en cours. Donc, le but, c'est de faire monter en compétences une équipe d'ingénieurs qui n'est pas forcément expert crypto à l'origine, parce que c'est très difficile de recruter le marché des ingénieurs blockchain, il explose. Donc le but. C'est quoi la différence entre un développeur blockchain qui a déjà de l'expérience en blockchain et celui qui n'en a pas? C'est quoi les compétences fortes qui vont... Il n'y a pas grand-chose, c'est juste, je pense, c'est juste comprendre un peu ce paradigme. Donc c'est pas une application traditionnelle, client-serveur, API. Voilà, c'est comprendre le paradigme de la blockchain, comment ça fonctionne en termes de base de données décentralisées, comprendre comment ça fonctionne et comprendre un peu les outils techniques qui existent aujourd'hui, et bah aussi forcément suivre un peu toutes ces évolutions, parce que tous les mois on découvre des nouveaux outils, beaucoup d'outils open source qui nous permettent de rendre notre travail plus facile. C'est quoi vous aujourd'hui les stacks techniques blockchain? Il n'y a pas trop de standards encore, mais les plus bankables entre guillemets. Je dirais que c'est beaucoup de JavaScript. Il y a énormément de JavaScript dans l'écosystème crypto, donc ça, je pense que parce qu'il y a beaucoup de développeurs JavaScript, donc on va trouver énormément de librairies open source pour simplifier la vie des développeurs. Après, c'est aussi les langages un peu plus modernes. Je sais qu'il y a beaucoup de Rust et de Go, par exemple. Alors nous, on a fait un choix. Mais on trouve le Rust et le Go parce que écosystème startup et que faut attirer avec des langages qui sont en train de monter, ou est-ce que c'est parce que pour les raisons de la blockchain, ces langages sont performants? Non, je pense que c'est juste parce que c'est un langage relativement moderne et que ça attire, ça attire un peu plus. Okay. Voilà. Alors nous, pour l'histoire, alors l'ancien CTO de Multis, Théo, est un grand fan du Clojure. Donc le Clojure qu'on rencontre pas souvent. En programmation fonctionnelle pure. Donc il m'a initié au Clojure. Je dois avouer que j'ai énormément apprécié développer en Clojure. Et donc la stack de Multis, elle a été codée en Clojure à l'origine.
que ce soit le front-end ou le back-end, donc Clojure et Clojure Script. Et il y a eu un point de friction, notamment dans le recrutement. Quand on met profil Clojure / blockchain, bon, il n'y a plus personne. Et donc en envie ou en compétence? En compétence sur le marché. Ouais. Il y a très très peu de profils Clojure ils sont très durs à trouver. Et si en plus on met une appétence... Mais t'es prêt à faire le pari de quelqu'un qui connaît pas le Clojure? Ou pas? Un des autres problèmes de Clojure, c'est que c'est quand même un langage qui est assez particulier. C'est à base de lips, donc il y a énormément de parenthèses. C'est un langage qui est un peu différent de ce qu'on peut connaître, notamment avec les JavaScript. Et donc il y a quand même une sacrée barrière et ça demande du temps de monter en compétence sur Clojure. Même si le résultat il est là et que c'est élégant, c'est compliqué. Donc on a fait le choix difficile il y a quelques mois de démarrer une transition du Clojure Script vers quelque chose de beaucoup plus traditionnel qui est le TypeScript. D'accord. Donc ça ça rajoute une petite contrainte technique supplémentaire à notre roadmap en quelque sorte, où on commence à migrer des services, notamment on commence par le back-end, et migrer des services un par un en TypeScript. Et du coup, moi, niveau recrutement, ça m'a quand même énormément simplifié la vie, même si il y a encore, on peut encore s'améliorer, mais ça m'a énormément facilité la vie de passer sur ces technos-là. Le pool, il passe il y a un ratio de 1000 entre des de 1000 en fait. Donc tu as reçu au moins 1000 candidatures, ce qui est pas mal. C'est beaucoup plus simple de sourcer des développeurs TypeScript que Clojure. Ça, c'est ça. Et vous faites du TypeScript natif ou vous passez par des frameworks TypeScript classique? On passe par Nest. Ah, du Nest, ok. On fait du Nest. Donc voilà, on a fait le choix, on a discuté entre nous. On voulait un framework qui nous... C'est une alternative à Node? C'est une alternative à Express. À Express. Bon, certains se base un peu. Ça fonctionne un peu au-dessus d'Express. Mais on va dire une alternative à Express, et ça fournit un cadre de développement qui est quand même qui est relativement clair. Et donc, moi, je voulais enlever les débats sans fin de quel pattern d'architecture fallait mettre. Je voulais qu'on essaye de transitionner le plus vite possible. Et donc, ce framework qu'on peut qualifier en anglais, on va dire opinionated, il fournit un peu cette facilité de développement. Voilà, il suffit de lire la doc et de suivre un peu les différents patterns qu'il offre. Et il y a aussi énormément de connecteurs, de plugins prêts à l'emploi. Donc, une fois de plus, c'est dans améliorer un peu notre vélocité de développement pour pouvoir tester le plus de choses possible en le moins de temps possible, parce que c'est aussi ça être une startup early stage. Il faut tester plein de directions, même si on a une vision à long terme. Il faut pouvoir tester toutes ces directions pour valider, pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et côté front? À côté front, on est encore sur du Clojure Script aujourd'hui. Donc c'est D'accord, un framework qui s'appelle Reframe, okay. qui wrap React, on peut dire. Donc c'est une sorte de React, mais en Clojure Script. Et il y a pour projet de migrer une fois que le back-end est fait. Ok. Donc du coup, la difficulté quand on arrive dans des écosystèmes blockchain, c'est surtout appréhender la partie paradigme de décentralisation. Comprendre certains concepts. Le concept, typiquement sur Ethereum, sur Bitcoin, il y a le Bitcoin, c'est assez simple. Sur Ethereum, étant donné que c'est une blockchain programmable avec le concept de smart contract, il y a des centaines, voire des milliers de cryptos qui vivent sur Ethereum. Donc en fait, on peut programmer sa propre crypto-monnaie sur Ethereum sous forme d'un smart contract. Et donc il y a un standard qui s'appelle le RC20. Et donc la plupart des crypto-monnaies qu'on connaît, c'est pas des blockchains, les milliers de crypto-monnaies, c'est pas des blockchains à part. La plupart, on va dire peut-être même la moitié, vivent sur Ethereum sous forme d'un smart contract. Et donc ça, c'est quelque chose à comprendre, ce standard qui est le RC20 qui permet de développer des
Des cryptos. Des tokens sur Ethereum. Et de la même manière, le NFT, derrière, il a un petit nom, c'est le RC721. Donc c'est pareil, c'est un standard qui permet d'implémenter un actif unique en quelque sorte, comparé à l'ERC20 qui est un token qu'on peut s'échanger, qui représente de la monnaie. Et les systèmes de blockchain, il y en a beaucoup? Du coup, les blockchains, il y en a quand même pas mal. Après, il y a eu différentes générations, hein. Il y a eu Bitcoin, il y a eu plein de copies de Bitcoin, Litecoin à l'époque, Bitcoin Cash, etc., etc. Ensuite, il y a Ethereum qui est arrivé, une sorte de nouvelle génération avec les smart contracts. Et donc, il y a eu aussi des concurrents. Et oui, il y en a pas des centaines de milliers, comme les cryptos, mais il y en a, je pense qu'il y en a une bonne cinquantaine, je dirais. Après, il y en a qui ont plus d'influence que d'autres. Ethereum. L'Ethereum, ils sont pas en train de se... Il n'y a pas un Ethereum 2 là qui est en train de... Si, effectivement, une des choses qui est très souvent reprochée un peu à l'univers des crypto-monnaies, c'est l'empreinte carbone. Donc, notamment Bitcoin qui consomme des quantités faramineuses d'énergie. Et donc, Ethereum, il fonctionne un peu sur le même principe avec un consensus. Donc, le consensus, c'est ce qui permet à tous les nœuds du réseau, donc les dizaines de milliers de serveurs qui font fonctionner le réseau, de se mettre d'accord. Et donc sur Bitcoin et sur Ethereum, le consensus, c'est ce qu'on appelle le proof of work, la preuve par le travail. Et donc pour choisir le mineur qui va valider le prochain bloc de transaction, il y a une petite compétition mathématique qu'on donne à tous les nœuds du réseau. Et celui qui est le premier à résoudre ce problème mathématique, ce puzzle, il a le droit de publier le prochain bloc et de récupérer tous les frais de transaction qui sont dans chaque transaction du bloc. Et donc ça consomme énormément d'énergie. Et donc Bitcoin ne va pas transitionner sur un autre consensus, mais Ethereum, effectivement, Ethereum 2, c'est le changement du consensus au niveau de la blockchain, et donc ils vont passer de preuve du travail à ce qu'on dit proof of stake, qui est preuve par l'enjeu, et qui est quelque chose qui est régi beaucoup plus par une logique économique que de ressources informatiques. Donc en fait, en l'occurrence, on va avoir des validateurs qui vont mettre une mise. Donc là, sur Ethereum 2, la mise c'est de 32 Ethers. Donc aujourd'hui, ça vaut beaucoup, je dirais à peu près $50,000. Ah ouais, mais il y a combien l'Ether là du coup? Je sais pas. Je sais pas trop exactement, mais voilà, grosso modo, on doit être 1500 32 Ethers. Ouais, ça doit être 2000, 3000 $ l'Ether. Donc 32 Ethers, voilà, c'est le coût aujourd'hui pour devenir validateur sur Ethereum. Et donc là, en l'occurrence, il n'y a plus vraiment de problématique de ressources informatiques pour résoudre un puzzle. Tous les validateurs qui ont mis une mise vont commencer à valider des blocs, ils vont être sélectionnés de manière relativement aléatoire. Par contre, si un validateur décide essayer de jouer malicieusement, essayer de trafiquer le prochain bloc, trafiquer la blockchain, le risque c'est de perdre sa mise. Et donc, économiquement... Comment il la trafiquerait ? Étant donné s'il est choisi, si ce validateur est choisi pour construire le bloc, il peut dire je vais essayer d'envoyer tant d'éthers à Pierre, par contre je n'ai pas les éthers. Et tous les autres validateurs vont commencer à valider, à valider le bloc qui a été proposé par ce validateur et vont dire non, c'est incorrect. Pierre, il n'a pas suffisamment sur son compte pour effectuer cette action, alors l'action de transférer ou une autre action. Et donc à partir de là, ça devient économiquement... Donc c'est les autres validateurs qui contrôlent un valideur, quoi. Oui, voilà. Et voilà, ça devient économiquement, c'est plus viable de tricher sur la blockchain. Et donc ça a été prouvé de manière économique et technique que ça fonctionne. Il y a déjà des blockchains qui fonctionnent sur ce modèle-là. Et donc l'avantage premier de cette transition d'Ethereum de la preuve du travail à la preuve de l'enjeu,
c'est la réduction, alors ils disent de 99,8% de l'empreinte carbone du réseau Ethereum. Ah, c'est ma boule. Ouais, donc je sais pas si on peut dire que c'est neutre, mais ça réduit énormément. Ouais. Donc il y a effectivement, il y a beaucoup de détracteurs qui disent les cryptos ça consomme beaucoup. Je suis d'accord, mais il y a quand même une tendance vers le meilleur. Et vous, ça vous impacte en termes de, la sortie d'Ethereum 2, ça va vous impacter en termes de projet, en termes d'infra, de contraintes techniques ou pas du tout? J'ai envie de dire presque pas. Ils font les choses, toutes ces équipes, hein, c'est vraiment des équipes, c'est des centaines et des centaines de chercheurs, d'ingénieurs, vont faire en sorte que ça soit le plus rétro-compatible possible. Et pour l'instant, je pense pas qu'il y aura d'énormes problématiques de migration lorsque ils appellent ça le merge. Donc c'est effectivement le merge entre Ethereum 1 et Ethereum 2 qui prend le dessus en termes de consensus. Je pense pas qu'il y aura énormément d'impact pour nous, qui sont une solution un peu plus haut niveau sur l'échelle sur l'échelle de l'infrastructure. Ok. J'ai une petite question plus sur. Tu parlais il y a plusieurs types de CTO, le CTO builder, le CTO expert, puis le CTO manager. Bon, l'histoire là, elle va plutôt vers le fait que si ça se poursuit sur la même trajectoire, dans 6 mois, 1 an et demi, t'es plus vraiment le CTO expert, t'es plutôt le CTO manager. C'est possible. Enfin, a priori, tu recrutes 10-15 personnes dans l'année, à peu près? Ouais, voilà, on est plus... je pense on peut... une dizaine de personnes dans l'année facile. Effectivement, va falloir s'organiser, mettre en place les process pour que ça fonctionne. Hein, et moi, j'ai tout à apprendre. Ouais, ça te fait envie, ça te fait peur, ça va te sortir d'une certaine zone de confort. Exactement, on va sortir d'une certaine zone de confort, il va falloir s'entourer des bonnes personnes pour répondre aux différentes problématiques. Là, depuis quelques mois, je me fais mentorer, c'est quelque chose que j'ai jamais fait auparavant et ça aide énormément avec des personnes qui sont passées par là. Sur cette évolution de la toute petite startup early stage, prototype MVP, vers des produits, des montées à l'échelle d'hypercroissance. Donc c'est toujours sympa pouvoir discuter. C'est une démarche perso d'avoir dit j'aimerais bien me faire mentorer, ou ça a été une proposition consensuelle des cofondateurs? Un peu des deux. Moi j'ai admis certaines limites connaissances et je trouve que c'était une manière d'apprendre un peu ces sujets managériels, organisationnels. Et à côté de ça, il y a aussi tous les sujets. Il y a énormément de lectures sur le sujet, donc il faut aussi continuellement apprendre. T'as des lectures qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré justement là-dessus? Qu'est-ce que j'ai lu récemment? C'était un de mes mentors qui m'a dit lire un livre qui s'appelait en français les 7 habitudes pour être une personne extrêmement efficace. Donc 7 habits to be a very efficient person, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc ça donne des tips pour savoir gérer le temps, parce qu'en fait quand on est CTO et que ça grossit, on switch de contexte constamment. Il y a énormément de sujets, il faut savoir switcher de contexte, il faut savoir prioriser les tâches. Faut pas tomber dans un bug et passer 3 jours sur un bug. Faut savoir déléguer à la bonne personne, faut savoir faire les bonnes choses au bon moment. Et donc ce livre-là donnait quelques tips à ce niveau-là. Ok. Est-ce que t'as dit va falloir s'entourer des bonnes personnes? C'est la première action pour toi le bon manager, c'est sa première bonne action de bien recruter? Bien recruter, bien onboarder, et puis bien faire évoluer les gens au sein de l'organisation. Donc faire en sorte qu'ils évoluent, qu'ils fassent ce qu'ils aiment, qu'ils soient passionnés et alignés avec la vision de l'entreprise. Je pense que c'est les clés du succès.
Et donc, ouais, il y a un énorme aspect, cet aspect managérial est super important. Et donc, je sais que dans ton podcast, on revient souvent à ça, mais les 101, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, moi, c'est toutes les 2 semaines, je parle avec tous les ingénieurs pour être sûr que tout va bien, qu'on va dans le bon sens, qu'on est aligné sur tous les sujets. Et c'est comme ça qu'on avance au mieux. Tu fais un one-one, ouais, toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, okay. Ouais. Et est-ce que ça va pas te manquer, la technique? On sent que, tu vois, on te sent passionné, quoi. Ouais. Je me dis que déjà c'est passionnant, donc j'en fais un petit peu en dehors de Multis. Donc je pense que j'y toucherai toujours un petit peu. J'aurai toujours des petits trucs à faire évoluer sur la stack. Mais après, effectivement, je vais continuer à essayer de me trouver peut-être des petits projets perso, crypto ou pas crypto. Une de mes autres passions à l'époque, c'était les Raspberry Pi, le self-hosting, héberger soi-même son environnement cloud à la maison. Donc ça, c'est pareil, c'était un sujet qui m'intéressait, que j'aimerais bien reprendre, que je continue. Donc voilà, je pense que quand on est passionné d'informatique, ouais, t'arriveras toujours. J'arriverai toujours à trouver du temps. Bon, ma femme va pas aimer que je dise ça, mais bon, je dormirai un peu moins pour faire mes trucs. Ok. Est-ce que tu as déjà, parce que tu étais en position de passer sur la position CTO manager, est-ce qu'il y a des difficultés que tu as ressenties ou que tu sens qu'il va y avoir des choses qui vont être difficiles dans le management? Plus que d'autres? Une fois de plus, c'est éviter de reproduire les erreurs d'avant. Donc nous, on a eu des problèmes on a fait des erreurs de recrutement. On a recruté des gens extrêmement talentueux, mais qui n'étaient pas forcément adaptés à une petite structure un peu chaotique. Faut pas avoir peur de le dire. Et donc, ça passe par recruter les bonnes personnes au bon moment. Donc voilà. Donc aujourd'hui, quand je recrute, c'est pas forcément la tech qui vient le premier, c'est plus le mindset et être sûr que la personne elle comprenne qu'on va lui demander d'avoir beaucoup d'autonomie, que ça demande beaucoup de travail, que tout n'est pas forcément structuré, même si au fur et à mesure on essaie de structurer tous les différents process qu'on a, mais on peut pas mettre des process d'une boîte de 3000 personnes à une boîte de 15 personnes. Donc voilà, réussir à faire évoluer, je pense que c'est ça le challenge, c'est réussir à faire évoluer un peu tous ces process au fur et à mesure du temps, au bon moment. Ok, ton programme de l'année à venir. Ouais, c'est ça. De l'année ou peut-être les plusieurs années à venir. C'est ça, grossir, puis c'est pareil, la tech, c'est pareil, il va falloir la faire évoluer, comme tu disais, de temps en temps, on met en place des fonctionnalités un peu MVP, on veut tester des choses, et au fur et à mesure, il va falloir faire évoluer le produit vers quelque chose qui puisse scaler potentiellement des milliers, des dizaines de milliers d'utilisateurs, de business sur Multis. Donc voilà, plein de challenges à la fois techniques, organisationnels, je vais pas m'ennuyer. En tous les cas, moi, au travers de cet épisode, je me suis pas ennuyé et je pense percevoir un petit peu mieux les contraintes, les enjeux, les use cases de blockchain et crypto. J'espère que ce sera le cas de pas mal d'auditeurs aussi. Et c'est pas encore tout à fait fini parce que j'ai quelques questions, quelques dernières questions. Est-ce que tu as un proverbe, une phrase, une expression qui t'accompagne? Il peut y en avoir plusieurs. Quelque chose que je répète souvent aux ingénieurs, surtout quand on est dans cette phase un peu early stage où on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va parce qu'on cherche le product market fit, parce qu'on est dans un environnement qui évolue beaucoup. Donc ce que je dis souvent c'est short-term solution, long-term plan, donc mettre en place des solutions rapidement, MVP-ish, mais toujours avoir un plan, si ça fonctionne, si ça tique,
pour consolider et faire en sorte que... Et qu'est-ce qu'on fait, les gars, si ça marche? Exactement. Qu'est-ce qu'on fait si la base de données elle est pas adaptée? Et ben voilà, avoir un plan en tête. Donc voilà, sur plein de sujets, on essaie d'avoir plein de plans. Ok. D'autres proverbes ou d'autres... Non, je crois pas. Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms? Greg. Notamment à l'époque en Angleterre, personne ne savait prononcer Grégoire. Du coup, Grégoire. Et ouais, du coup, je disais Call me Greg. Et du coup, ça reste. Tout le monde m'appelle Greg. C'est vrai, quand on s'appelle Grégoire, assez vite, c'est Greg, quoi. C'est ça. Est-ce que... je sais que t'as écouté quelques épisodes de CTOs. Il y en a un ou deux qui sont ressortis ou qui t'ont inspiré? J'avais bien apprécié l'épisode avec le CTO de Lydia et le CTO de Blablacar, assez récemment. Ok, effectivement, le CTO de Lydia, où on a parlé, c'est l'un des seuls épisodes où on a évoqué un petit peu les sujets crypto avec leur solution de trading. Et peut-être celui de Blablacar avec Olivier, qui fait du mentoring aussi. C'est pas lui ton mentor? Non. Non, on fait un petit coucou à ton mentor ou pas? Ouais, on fait coucou à Florian et à Dominique. Ok, et ça marche. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose? Comme tu dois t'en douter, on recrute. Donc voilà, est-ce que Multis recrute? La réponse est oui. Donc des profils full stack, JavaScript, junior à senior, avec une appétence blockchain, Web3. Donc voilà, n'hésitez pas à postuler. Avec le mindset et l'envie, quoi. Exactement. Ok, et je crois que le message est passé et je te remercie d'avoir participé, accepté l'invitation et d'avoir fait tout ce trajet depuis Bordeaux. Mais bon, je crois que tu restes quelques jours avec l'équipe parisienne. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Et à dans un an ou deux pour voir le step forward vers CTO manager. Carrément. À très bientôt. À plus. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.